Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le Grand Rendez-vous. C'est un plaisir tous les dimanches de vous retrouver pour le débat citoyen. Dans un instant, le débat sur l'actualité au terme de cette semaine avec nos chroniqueurs. Et plus tard, vous aurez le plateau de l'invité politique. Ce soir, nous recevons le parti Renaissance Nationale qui, il y a une semaine, recevait à son siège le candidat de la majorité présidentielle. De quelle manière Romuald Wadani répond-il à la dynamique de cette formation politique? Professeur Patrick Renou, directeur de l'administration de la RN, est notre invité. Au sommaire du plateau des points de vue, l'effet politique à l'approche de la période du 10 au 14 octobre dédiée au dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle. Il sera question de cet éclair chez les démocrates. Ce parti de l'opposition a officiellement lancé le processus de désignation de son binôme présidentiel. Un comité national de candidature siège depuis mardi à Cotonou pour examiner les dossiers des prétendants et enfin décider. En attendant de connaître le duo de ce côté, le 4 octobre, les partis de la majorité présidentielle procéderont dans la ville de Parakou à l'investiture du duo Romuald Wadani, Mariam Talata. Et pendant ce temps, en cours de semaine, la plume de l'une des personnalités politiques fait débat dans l'opinion. Maître Adrien Ngwedji adopte une ligne de prudence dans cette bataille électorale. Il affirme n'avoir encore accordé son soutien à une quelconque candidature. Dans nos discussions ce soir, vous suivrez les analyses et commentaires de nos chroniqueurs. Bienvenue. C'est l'instant météo politique une semaine après. Qu'est-ce que ça présente comme image dans le ciel politique béninois? Eh bien, nous aurons la réponse à cette question avec notre chroniqueur politique, Alberto Mardochegounou. Bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours l'attente dans le camp du parti de l'opposition, les démocrates, qui depuis le mardi 23 septembre 2025 a lancé donc le processus de désignation de son duo présidentiel en attendant de connaître les noms des personnalités désignées. Vous nous parlez de ce mot, opposition. Exactement, Christian, dans cette semaine, le mot-clé est bien sûr opposition. Et comme chaque semaine, nous allons décortiquer le climat politique béninois, observer les nuages, les éclaircies, les zones de turbulence, le terrain, parlant du mot-clé justement cette semaine opposition. De façon générale, ce qu'il faut retenir, il faut savoir qu'une opposition, c'est d'abord une action de s'opposer, de dire non. Dans la vie courante comme en politique, c'est la voix qui refuse d'aller dans le même sens que la majorité. C'est un rayon de contraste qui permet à la démocratie de bien respirer. Maintenant, revenons sur le champ politique. L'opposition est un pilier fondamental de toute démocratie vivante. Une opposition politique regroupe des partis, des mouvements et individus qui contestent les décisions du gouvernement en place. Elle incarne la pluralité des opinions et défend les intérêts des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les politiques de cette majorité. Son rôle est d'abord de surveiller les actions du gouvernement, dénoncer les abus et proposer des alternatives politiques, participer au débat public en soumettant des projets de loi et des visions différentes. Sans opposition, pas de contrepoids, pas d'équilibre, pas de vent qui ferait bouger les feuilles du système. En Afrique, on peut citer en exemple le cas sénégalais avec l'opposant politique Abdoulaye Wade, devenu président de la République en 2000 et plus récemment l'opposant Ousmane Sonko avec le PASTEF qui a porté aujourd'hui l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en 2024. Des éclairs qui ont parfois secoué le ciel politique sénégalais. Au Nigeria par exemple, le duel PDP-APC montre que même avec des nuages persistants, des alternances régulières peuvent se reproduire. Revenons au Bénin chez nous. Au Bénin, l'opposition a connu des saisons contrastées par moments. Le ciel est couvert par moments, éclaircies sporadiques, tempêtes parfois bruyantes. Mais la réforme du système partisan a donné un statut officiel à l'opposition permettant désormais d'exister avec légitimité éclatée. Aujourd'hui, Christian Dandejan, l'opposition béninoise est mieux équipée pour jouer son rôle de contre-pouvoir, même si elle doit composer avec les nuages de l'unité et les rafales stratégiques en son sein. Et voilà, après ce panorama que vous venez de nous présenter, alors jetons un œil au terrain politique et voyons comment les différentes formations font souffler
souffler le vent pour certaines et accumule des nuages pour d'autres. Le ciel est ensoleillé, les rayons brillent pour Romuald Wadagne. Sa tournée illumine le paysage et fait souffler un vent favorable dans toutes les bases qu'il traverse. Lors de sa première étape, il a échangé avec les militants de la Renaissance nationale dirigés par Claudine Afiavi-Prudencio. Leur soutien a permis de clarifier et de renforcer l'ancrage politique du candidat à l'élection présidentielle, apportant des rayons du soleil dans cette formation politique. Pendant ce temps, dans le 13e arrondissement de Cotonou, le mouvement Convergence Roméois a officiellement lancé sa première sortie. Une machine de campagne minutieusement conçue qui se démarque par la qualité et l'originalité, gérant des rafales de mobilisation et un flux constant de soutien. Le bloc républicain a accueilli le retour de Samou Seydou à Dambi dans la 8e circonscription électorale, confirmant l'ancrage solide de cette formation dans cette partie du pays. Un ciel dégagé pour la mouvance et renforcé par l'expérience de ses cadres. À l'Union progressiste Le Renouveau, on poursuit la tournée dans ses bases, balayant les nuages et consolidant le terrain pour faire accepter et consolider la candidature de Romuald Wadagne. Par ailleurs, Adrien Ngouidi n'a pas encore fait son choix pour la présidentielle. Il laisse planer un brouillard stratégique dans la mouvance. Son dernier communiqué dément un soutien déjà acté pour un candidat. Encore des zones d'incertitude à observer dans les prochains jours. Conclusion, la mouvance présidentielle bénéficie d'un climat idéal, prêt à générer une tempête de vision en 2026 avec soleil, vent favorable et ciel dégagé sur le plan politique. Pendant ce temps, chez les démocrates, le processus de désignation des candidats est officiellement lancé, ce qui pourrait modifier la ligne de départ pour les prochaines échéances. Un brouillard stratégique flotte sur ce terrain, mais la dynamique est enclenchée. Les autres formations, parfois qualifiées de troisième voie comme NFN, restent des nuages légers. Leur impact est pour l'instant limité sans créer de véritables orages ni tempêtes. Voilà, et à présent, avant de vous laisser partir, nous allons voir quelle est l'image que nous présente le supercalculateur de la semaine. À ce niveau, la majorité présidentielle est avec un ciel stable et ensoleillé, un flux constant de mobilisation et soutien structuré. Opposition, brouillard et nuages dispersés en phase de réorganisation avec le processus de désignation des candidats chez les démocrates qui pourrait créer de nouvelles rafales de stratégie. Verdict du supercalculateur, le terrain est favorable à la mouvance, tandis que l'opposition se prépare à ajuster sa trajectoire. Les prochaines semaines seront décisives pour observer si le brouillard se dissipe ou si des orages de surprise viendront secouer le ciel politique béninois. Voilà, c'était la météo politique avec vous, Alberto Mardoché-Goulou, votre voix un tout petit peu enrouée. Eh bien, poursuivez le traitement et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Allez, dans un instant, on va retrouver nos chroniqueurs dans les points de vue pour apprécier toute cette actualité de leurs analyses et commentaires. On va installer le plateau constitué de Herman Parfait à Niamboussou. Vous suivrez Marc-Yohannes Goudianou, Gabin Goubiyi et Omar Salouf. Les sujets à aborder, on parlera bien évidemment de la présidentielle de 2026 avec le parti Les Démocrates qui a lancé son processus de désignation de son binôme pour la présidentielle. On parlera également du duo Wadagne Talata qui sera investi dans quelques jours, notamment le 4 octobre du côté de la ville de Parakou. Et puis le Adrien Ngouidi qui a fait des clarifications très utiles ou pas. En tout cas, nous aurons la réponse à cette interrogation avec nos chroniqueurs. N'oubliez pas le rendez-vous des vues du web avec Marc-Yohannes Goudianou et plus tard le portrait de leader qui nous emmènera à découvrir la présidente du parti Renaissance nationale et justement nous recevrons cette formation politique en invité politique. Restez avec nous. Les points de vue à partir de cet instant, beaucoup de sujets à aborder avec nos chroniqueurs déjà installés, Herman Niamboussou, Marc-Yohannes Goudianou, Gabin Goubiyi, Omar Salouf, chers messieurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian.
Un plaisir de vous retrouver. Alors, premier sujet abordé, on va parler de l'opposition de cette formation politique. Les démocrates, ils ont mis leur machine en marche, je suis tenté de dire, pour la désignation de leur duo de candidats pour la présidentielle. Eh bien, le 23 septembre dernier, le principal parti d'opposition régime de Patrice Talon a installé un comité national de candidature, une sorte de jury qui a pour mission d'examiner, d'étudier les dossiers de tous les prétendants et de proposer le meilleur binôme présidentiel. Alors, quelle analyse en faites-vous, Herman? Je pense que devant une pléthore de candidatures, une pléthore d'ambition, d'abord, disons, parlons d'ambition parce qu'il n'y a pas encore, on ne connaît pas encore les vrais candidats du Parti Les Démocrates. Donc, devant cette pléthore d'ambition, cette pléthore d'individualité, cette pléthore de prétendants et prétendantes aussi, qui sait, il était nécessaire pour le Parti Les Démocrates, qui aujourd'hui est le parti de l'opposition, qui garde encore cette perche-là, de quand même faire un petit travail à son niveau. Je pense que c'est le travail qui se fait. Maintenant, quand on prend en compte tout ce retard qu'a accusé ce parti-là pour entrer dans ce processus, et vu l'avance, la longueur d'avance qu'a déjà prise le camp de l'avance présidentielle, on se demande bien pourquoi est-ce que c'est maintenant que les démocrates se décident à mettre en place cette machine-là pour étudier les listes et tout. Je pense que le temps joue sérieusement contre le Parti des démocrates et ça, j'ai tendance à penser que, comme l'a dit Patrice Talon dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères des chaînes internationales, j'ai de la peine à croire que la candidature de la mouvance présidentielle pourrait être la candidature de l'opposition parce qu'on fait tout pour nous montrer que c'est ça, que Patrice Talon avait pleinement raison en disant ça. Gabin Goubi. Non, moi je ne dirais pas la même chose. Ce serait surréaliste de penser que le Parti Les Démocrates va s'aligner derrière le choix du candidat de la mouvance. C'est comme si pendant tout ce temps, on aura mené le combat pour rien du tout. Bon, je peux comprendre que vous soyez dans une logique, mais les actes que pose aujourd'hui le Parti Les Démocrates tendent à croire qu'ils sont en train de cautionner quelque chose qui se fait du côté de la mouvance présidentielle. C'est ce que vous voulez juste dire. C'est une analyse et ça ne manque peut-être pas de pertinence, mais moi j'attends à ce que cela se réalise avant d'y croire. Bon, par rapport à la mise en place de ce comité, moi j'avoue que j'ai été d'abord surpris parce que moi je me disais que c'est une instance qui existait depuis, parce que les élections quand même ça fait quelques années qu'on sait qu'il y aura élection en 2026. En 2026. Oui. Mais je me dis, avec le code électoral, peut-être que le parti s'est dit qu'il n'était pas peut-être dans la logique d'aller à l'élection à cette date-là, où on se disait qu'on allait peut-être sauter cette date, cette échéance-là. Parce que vous avez vu que le parti s'est beaucoup illustré dans un combat de remise en cause du code électoral, en demandant à ce que le code électoral soit relu, en prenant un certain nombre de dispositions que le parti a jugées chrysogènes ou qui pouvaient être des germes de conflit à ces élections-là. Donc je me dis, peut-être le parti ne s'est pas préparé, ou bien n'était pas dans la logique d'aller à l'élection le 11 janvier prochain ou même le 12 avril pour la présidentielle. L'autre chose, c'est peut-être le défaut de candidat, parce que quand vous voyez, depuis que la mouvance présidentielle a sorti son candidat, Romuald Wadani, on n'a pas vu l'opposition dans une logique de critique ou de grief pertinent formulé contre celui-ci. Bon, la seule chose que l'opposition a relevée, c'est qu'il fallait qu'il démissionne pour laisser, n'est-ce pas, pour ne pas bénéficier des avantages liés à sa fonction ministérielle et tout. Mais de façon vraiment profonde, pertinente, on n'a pas senti des critiques vis-à-vis de ce candidat-là. Donc l'opposition est en train de réfléchir peut-être pour voir qui est-ce qu'il faut trouver aussi. C'est une analyse que je fais à mon niveau. Qui est-ce qu'il faut trouver pour véritablement constituer l'alternative face à ce candidat-là. Et l'autre chose qui justifie peut-être les tergiversations ou bien le retard relatif qu'accuse l'opposition dans la mise en place ou bien dans le dévoilement de son duo de candidats, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'ambition. Trop d'ambition et on parle aussi de guéguerre interne et ce n'est pas faux parce que moi, j'ai contacté un responsable de cette formation politique qui dit que vraiment les choses ne semblent pas si faciles comme on le croit. Donc, il faut que ce comité-là puisse arbitrer le jeu pour taire les tensions internes et véritablement proposer une alternative qui soit acceptable. Alors, oui, quelle analyse en faites-vous alors que nous sommes pratiquement, je dirais, une semaine
1 ou 2 semaines voilà, de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Oui, nous avons vu la mouvance présidentielle sortir son candidat sans passer par un processus, par des commissions. Du moins, on n'en avait pas eu connaissance. Peut-être que ça a été fait sans que l'opinion publique ne soit informée. Mais si, avec le parti Les Démocrates, on a des commissions ou des comités qui vont étudier les candidatures, c'est certainement parce qu'à un moment donné, les leaders de ce parti se sont rendus compte que quand on n'a pas l'assurance d'avoir tout le consensus qu'il faut par la désignation d'un duo de candidats, il faut forcément ou bien il faut préférer passer par des commissions ou des comités pour mettre tout le monde d'accord. Parce qu'on a vu le candidat de la mouvance présidentielle sortir, on a vu toute l'unanimité ou presque l'unanimité qu'il y a autour. Certainement que du côté du parti Les Démocrates, ils n'ont pas l'assurance là que quand on aura désigné ou quand le président, l'ancien président Boni Yayi aura désigné un duo ou aura choisi son duo à lui, il n'avait forcément pas l'assurance que tout le monde va s'aligner derrière. Et donc il faudrait aller dans ce sens-là par un comité, par des commissions, par des réflexions pour que, in fine, tout le monde soit d'accord sur le fait que la désignation n'a pas été imposée par quelqu'un. On n'a plus beaucoup de temps, effectivement. Pourquoi maintenant? Parce que, justement, à un moment donné, il y a eu trop d'ambition. Il y a eu beaucoup d'ambitions qui se sont exprimées. Et quand on n'est pas d'une certaine mouvance, quand je fais une comparaison entre cette opposition-là et cette mouvance-là, quand il n'y a pas un bloc compact, on ne peut que assister à ça. Il y a des ambitions. C'est des gens qui sont restés dans l'opposition, loin du pouvoir pendant 10 ans. Et donc, de façon naturelle, de façon réflexe, les ambitions naissent. Tout le monde veut gérer le pays, tout le monde veut prendre le lead. Et donc, dans ces conditions-là, c'est normal que trop d'ambition amène à ce que, amène des tergiversations, amène des retards, amène à ce que nous en soyons. Toutefois, oui, je continue de dire que le parti Les Démocrates reste toujours dans le délai et que le délai imposé par la Sénat et par tout ce que nous savons comme loi n'est pas encore arrivé à son terme. C'est vrai. Donc, il se donne encore un peu de temps, 1 semaine, 2 semaines pour nous sortir le duo. Tout compte fait. La clôture au niveau de la Sénat, ça sera pour le 14 octobre à minuit. Marc Goudianou, oui, une commission qui a été mise en place, la composition de cette commission, on nous dit que tous les prétendants, en tout cas toutes les personnalités de cette formation politique qui ont cette ambition de participer à l'élection présidentielle sont exclus. Alors, cette commission, quelle est la garantie qu'elle réussira à tirer, à sortir un ticket qui aura véritablement une valeur de compétition? D'abord, remarquez qu'avant même que cette commission ne naisse, il y a déjà ces potentiels candidats qui ont déjà nourri cette ambition-là de pouvoir être au sein du parti, être le candidat du parti Les Démocrates, qui ont déjà commencé par annoncer les couleurs, en demandant même au parti de pouvoir commencer par initier quelque chose du genre, ou bien de commencer par animer les débats au sein du parti, pour leur permettre quand même de pouvoir faire, en tout cas, susciter au sein du parti quand même le duo de candidature. Mais le parti est resté silencieux sur cette demande-là pendant très longtemps. Et vous imaginez qu'on est à moins d'1 mois des élections, je dirais 2 ou 3 semaines peut-être du dépôt, et du coup, du dépôt plutôt des dossiers. Et c'est en ce moment-là que le parti Les Démocrates sort maintenant une commission qui va travailler pour combien de temps lorsqu'on sait déjà qu'il y a plusieurs candidats qui se sont déclarés et qui veulent quand même avoir la représentation. Et il n'y a pas un délai qui a été fixé. Il n'y a pas un délai exactement pour pouvoir le faire. Alors, on a toujours souligné sur ce plateau que ce parti a été toujours en retard. Lorsqu'on sait que déjà dans le camp d'en face, tous les préparatifs ont été faits. Le duo de candidature a été déjà sorti. Les consultations ont commencé déjà. Et déjà, même sur le terrain, vous voyez déjà la ferveur au niveau de la classe politique, de la mouvance présidentielle. Et c'est en ce moment, qu'à quelques jours seulement du dépôt des dossiers, que le Parti Les Démocrates sort cette commission. Je pense que c'est trop tard et je pense qu'il manque réellement de stratégie au sein du Parti Les Démocrates. Il faut oser le dire. Sinon, ce n'est pas maintenant que ce travail se fera. Ce travail devait commencer depuis fort longtemps,
depuis fort longtemps déjà, même qu'au sein du parti, il y a des ambitions. Les ambitions n'ont pas été cachées. On a vu quelques candidats qui se sont prononcés, qui ont dit qu'ils veulent porter l'étendard du parti plusieurs fois. Mais pourquoi depuis ce temps, quand on a demandé à ce qu'il y ait le candidat à la candidature, d'accord, qu'on puisse les primaires et tout ce qu'il fait, pourquoi pendant ce temps, ils n'ont pas réfléchi pour pouvoir mettre le mécanisme en place, pour pouvoir dégager. Et à 2 semaines, vous voyez au niveau de la commission, vous savez combien de travail doit être fait pour pouvoir quand même dégager, d'abord prendre la liste, prendre le profil, essayer de faire des enquêtes de moralité sur les différents candidats, essayer de voir, parce qu'il y aura également des candidats qui ne seront pas forcément très actifs au sein du Parti Les Démocrates, mais qui nourrissent les ambitions et l'idéologie du parti. C'est-à-dire du parti de l'opposition, on met cette même idéologie. Alors, il faudra checker. Alors, ce temps qu'ils ont pris ne pourra pas être nécessaire pour pouvoir dégager en réalité le duo de candidature qu'il faut pour pouvoir aller aux élections. Une chose est sûre, nous sommes d'accord sur le même principe que le Parti Les Démocrates est en retard vis-à-vis de la mouvance présidentielle qui aujourd'hui a pris longuement de l'avance sur eux. Et moi je me dis, déjà lorsqu'on prend en compte les guéguerres au sein du parti à travers les différents leaders, lorsqu'on prend le problème de l'auto-parrainage qui est encore une question préjudiciale au parti et qu'on dégage de là, et en ce moment maintenant on installe encore une commission, ça fait déjà beaucoup de problèmes à régler. C'est-à-dire que Boni Yayi n'a pas travaillé. Oui, allez-y, il y a une réaction. Oui, je pense, je rejoins ce que vous avez dit dès le départ en me disant que le Parti Les Démocrates travaille à entériner la candidature de la mouvance présidentielle. Gabé l'a dit, il dit que ça traîne un peu trop. Il manque de stratégie. Pour quelqu'un qui a gouverné ce pays de 2006 à 2016 et qui nous a présenté sa candidature, son dauphin, vous vous rappelez, je fais comme ça à Boni Yayi et donc à Lionel Zissou qui était candidat, ça a eu lieu en novembre 2015, donc, alors que Yayi était au pouvoir et son dauphin a échoué lamentablement, d'accord. Là maintenant il n'est plus au pouvoir. Et on traîne encore les pas. La clôture du dépôt des dossiers, vous l'avez rappelé, c'est le 14 octobre. Et jusque-là, on n'a pas encore le duo de candidature du Parti Les Démocrates. Donc je me dis, tout vient de part et d'autre pour nous prouver que les démocrates sont en train de jouer, de pratiquer un jeu. Vous y voyez une impréparation? Je ne plaide pas pour que l'histoire me donne raison. Oui. Forcément, mais je pense que les démocrates ont intérêt aujourd'hui à nous sortir le duo pour que déjà sur le terrain, on puisse, comme je l'ai toujours dit, assister à des débats d'idées. Gabin l'a dit, jusque-là, tout ce qu'ils ont retrouvé à redire par rapport à la candidature de Wadani, c'est qu'ils sortent de son portefeuille de ministre des Finances, et qu'ils puissent utiliser des propres moyens pour voir et tout par rapport au quitus fiscal. Donc je pense qu'en réalité, le débat ne doit pas être à ce niveau. Le débat doit être, oui, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, on devrait pouvoir dire à Wadani, qu'est-ce que vous avez comme projet souhaité, qu'est-ce que vous avez comme projet souhaité pour la continuité. Est-ce que vous voulez pour les 5 ans, les 10 ans, les 10 ans qui viennent? Non, ils ne sont pas là. Donc je pense qu'en réalité, il y a des choses qui manquent au niveau des démocrates. Il y a un retard qu'il serait difficile de combler ce retard-là. Et encore avec ce retard, il donne du fil à retordre, par exemple, au duo de candidatures qu'ils vont dégager. Parce que ça donne du fil à retordre du moment où la personne avait déjà nourri l'envie et était en train de se préparer peut-être pour pouvoir défendre les couleurs du parti. Et du coup, il est resté dans l'attente pendant tout le temps. Et vous, déjà maintenant, c'est au dernier moment que vous demandez peut-être à celui-là peut-être d'être candidat. Et en ce moment, par exemple, tout ce qu'il devait entreprendre. Et encore, voyez-vous peut-être que lorsqu'on a assisté au niveau du parti de la mouvance présidentielle, où on n'a pas eu trop de clarté par rapport au choix du candidat, du duo de candidature, j'espère que ce ne sera pas un semblant de commission qui a été installée pour pouvoir plutôt peut-être donner un duo de candidature qui sera imposé aux autres leaders du parti. Comment vous voyez cela? Il faut dire quand même que le débat qu'on est en train de mener est assez pertinent parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, il s'agit d'élections présidentielles. Et sauf cataclysme, dans moins de 3 semaines, on devrait avoir connu tous ceux qui sont à même, n'est-ce pas, de diriger ce pays après Patrice Talon. On a vu quand même le pouvoir en place, il y a quand même des actions qui ont été menées au bout de 5 ans, il y a quand même un bilan à défendre. Et je suis d'accord que le Parti Les Démocrates ne pas sur un coup de tête choisir quelqu'un qui, soi-disant, présider à ce Bénin-là, pour lequel Patrice Talon a quand même laissé un certain nombre d'actifs
même si les passifs n'ont pas manqué. Donc du coup, c'est vrai, le temps mérite, on mérite de réfléchir, mais jusqu'à ce que l'on soit coincé, c'est comme si... vous avez la situation est en train d'échapper à Boni Yayi. Peut-être que sa légitimité même est en train d'être contestée. Parce qu'il a peut-être eu des ambitions. On a vu des informations circuler, des noms même de candidats qui auraient reçu la caution du chef de l'État. Mais on lui a dit, attention, si tu vas dans ce sens-là, ça risque de provoquer la déconfiture de la formation politique. Donc c'est un parti, je me dis, c'est un dossier assez sensible. Mais je crains que la légitimité du comité qui vient d'être mise en place aussi ne soit contestée. Parce qu'en 2021, vous rappelez que c'est comme ça, on a fait les choses et à la Sénat que Amadou est venu et puis elle a été pratiquement livrée. Donc il faut qu'on aille vite. Si on parle d'agenda ici, c'est parce que c'est l'avenir du Bénin qui est en jeu et l'opposition doit pouvoir proposer une alternative crédible. À défaut de proposer quelque chose qui soit au-delà tout au moins de ce que nous avons vécu ces 9 dernières années, il faudrait que celui qui est en train d'être proposé soit à même de faire au moins quelque chose de similaire à ce qui a été fait. Oui, par ce retard, moi j'entrevois plutôt une recomposition inévitable de la classe politique à partir de 2026, parce qu'il y aura succession d'accusations, de déceptions, de défection, de démission dans ce parti, les démocrates-là, parce que justement, l'impréparation aura eu raison de ce parti. L'impréparation aura fait que tous ceux qui avaient des ambitions, tous ceux qui ont cru à un moment donné à un projet d'alternance, tous ceux qui ont cru qu'à un moment donné, le parti des démocrates va pouvoir renverser. Entre-temps, l'arrivée de Boni Yayi à la tête de cette formation politique n'a pas quelque peu porté atteinte, disons, embrouillé les cartes? Oui, je dirais oui, parce que au lieu de voir un consensus s'installer définitivement, on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de reconstitution de clans, il y a eu des frictions, il y a eu beaucoup de choses que le président du parti n'a pas forcément vu venir, n'a pas forcément su gérer, et avec le temps, des ambitions qui naissaient, avec le temps, ses propres volontés, à vouloir imposer quelqu'un, à vouloir amener quelqu'un, à vouloir amener un directeur de cabinet avec qui il a fait un parcours que nous connaissons, à vouloir ci, à vouloir ça, ça a fait que ceux qui se disent du parti les démocrates de souche se sentent lésés, des acteurs légitimes, se sentent brimés, se sentent écartés. Et donc c'est normal que cette arrivée de Boni Yayi crée d'autres choses que ce serait difficile ou que c'est difficile de jour en jour de pouvoir gérer, quoi. Monsieur, je pense qu'en réalité, l'arrivée de Boni Yayi à la tête du Parti Les Démocrates a été vécue par beaucoup. Et d'ailleurs, nous l'avons analysé en son temps-là comme étant une sorte de putsch, comme étant une sorte de... Il est passé de président d'honneur à président du parti. Une table de force. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'en réalité, quand on a gouverné ce pays pendant des années, quand on a tenu entre ses mains les manettes, voilà, les manettes, mais comment dit-on, le destin de ce pays, on devrait quand même se mettre à l'écart. Je l'avais dit à l'époque, je n'avais pas été totalement compris. Mais je pense qu'en réalité, aujourd'hui, la vraie question, c'est le défaut de casting. Il y a une difficulté au niveau des démocrates à faire un casting. Sinon, ce n'est pas à 2 semaines de la clôture du dépôt des dossiers qu'on commence maintenant, mais qu'on installe un comité ou une commission qui va étudier les dossiers. On a fini de parler. On a fini de parler d'autoparrainage, on a fini de parler de beaucoup de choses. C'est maintenant qu'on installe une commission. Je pense qu'en réalité, tout concours, j'utilise l'expression, il se retrouve aujourd'hui dans un entonnoir, l'entonnoir d'une sorte, à mon sens, de défection. Il y a cette illusion que l'on tend à répandre au sein de l'opinion, où même certains cadres du Parti Les Démocrates sont presque convaincus de la chose. On se dit, quel que soit le candidat qui sera désigné, eh bien les militants vont s'aligner ou la population va s'aligner. Parce que les gens estiment que ce serait un vote sanction contre le pouvoir talent en 2026. Écoutez, moi je me dis c'est des présidentielles qu'il s'agit, c'est de l'avenir du pays qu'il s'agit. Et je pense que peut-être le Parti Les Démocrates est en train de surfer sur cette subtilité-là pour laisser durer le temps. Parce que l'argument selon lequel, bon, si on sort très tôt, le candidat, on va l'écraser, ça n'a plus de sens. Moi je ne pense pas que ça puisse prospérer. Quand on est dans la réelle politique, il faut dépasser certaines vues d'esprit. Mais moi je fais une lecture totalement différente par rapport à l'arrivée de Boni Yayi au sein du Parti Les Démocrates. Moi, je me dis, si Boni Yayi n'était pas là,
c'est qu'avec tout ce qu'on assiste actuellement, c'est que le parti serait déjà parti en lambeaux. Ça, je suis très sûr. Parce qu'en réalité, même lorsque vous prenez les grands leaders de ce parti-là aujourd'hui, ils ne s'entendent pas sur le même violon. Il y a beaucoup de discordances, il y a beaucoup d'opinions diverses. Même dans une position de président d'honneur, il pouvait faire beaucoup de choses. Donc, il n'a pas besoin d'être... Du coup, non, c'est un peu différent. Quand vous êtes dans la position de président d'honneur, c'est un peu différent de pouvoir imprimer la dynamique qu'il faut au sein du parti. Parce que, toute chose faite, vous n'êtes pas aux commandes réelles du parti. Je pense que sur ce sujet-là, si vous voulez faire une bonne analyse, c'est de ne pas oublier l'aspect FCBE aussi. Parce que Boni Yayi a tiré de la graine de ce qu'il a vécu en étant président, président du parti FCBE. Et donc il a compris qu'il a subi une sorte de marché de dupes et il s'est dit cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Donc je prends moi-même le gouvernail des démocrates en main. Je voulais juste que vous puissiez... Maintenant, l'autre chose qui les guette également, vous voyez au niveau du parti de la mouvance présidentielle, vous avez un candidat d'abord qui a un profil très représentatif, qui a un profil à haut niveau, d'accord? Et donc du coup, pour pouvoir proposer un duo de candidatures qui puisse être équivalent au duo de candidature de la mouvance, ce serait très difficile pour l'opposition. Et donc, il faudra faire vraiment un choix qui quand même puisse faire l'équilibre. Et s'il n'arrive pas à faire ce choix, ce serait quand même dommage parce que de l'autre côté, vous avez un technocrate, à côté, une politique qui est Mariam Talata, qui va l'accompagner dans tout le processus, avec tous les leaders politiques qu'il y a au sein de la mouvance présidentielle. Et déjà, en ce moment, on n'a même pas idée du duo de candidature que présente. En tout cas, le comité national de candidature fera son travail. Oui. Mais il faut dire qu'il y a un piège qui guette également le parti de la majorité présidentielle. Parce que les élections législatives et communales vont passer. Le piège, c'est les mauvais positionnements qui peuvent induire des frustrations, des mécontentements et qui peuvent provoquer le tsunami au sein de cette formation politique. Un peu comme l'a dit Omar. Donc, ce n'est pas que... C'est-à-dire la mouvance présidentielle n'est pas écartée, n'est pas exclue aussi. Les analyses, nos analyses politiques ils ont déjà une avance et ils ont également une expérience parce que ceux qui, députés, n'ont pas été positionnés pour les législatives passées, on les a recasés. On a pu les recaser au CES. Je pense que si, regardez à d'autres niveaux, mais pas tous. Mais pas tous. Voilà, la majorité présidentielle, oui. Qui attendent dans les rangs. Voilà, et qui seront casés aussi. Sera le moment venu. La dernière nomination. Oui, c'est ça. La majorité présidentielle, oui, en tout cas. Jusque-là, on constate qu'elle déroule tranquillement son chronogramme. Son duo est connu depuis un certain temps. Et le duo sera investi le 4 octobre à Parakou, à pratiquement une semaine du 10 octobre, date retenue pour ouvrir la liste d'enregistrement des candidatures. Parakou a été choisi. Grande métropole du Septentrion, troisième ville à statut particulier. On connaît aussi le poids politique et puis la composition politique de ce territoire âprement disputée par les acteurs avec les forces en présence. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que c'est un choix bien mûri d'aller à Parakou? C'est un bon choix selon moi parce que vous n'imaginez pas les dernières guerres qu'il y a eu au sein même de la mouvance présidentielle entre les leaders de cette ville de Parakou. Et récemment, on a assisté à une réconciliation entre ces leaders-là. Et lorsque vous prenez Mariam Talata qui constitue la colistière de Romial Wadaï par exemple et qui est également ressortissante du Nord par exemple et qui permet d'avoir l'équilibre régional au niveau de ce duo de candidature et également de pouvoir faire l'approche genre au niveau de ce duo-là. C'est très représentatif parce qu'en réalité, lorsque vous allez dans cette localité, par exemple, les gens, ils ont déjà un amour, d'accord, très poussé pour la mouvance présidentielle déjà et ils ne le cachent pas. Et donc, ce serait déjà très bien de lancer la candidature là-bas lorsqu'on sait déjà que le premier choix du candidat a été déjà fait dans le sud et que c'est le Nord qui vient en tant que colistière au niveau du duo de candidature. Et il faudrait lancer les choses là-bas pour montrer encore cet amour envers le septentrion et en montrant également que le Bénin n'est qu'un seul et indivisible. Et donc, ça serait une très bonne relance du duo de candidature pour pouvoir permettre quand même aux uns et aux autres et à tous les acteurs de la mouvance présidentielle de pouvoir s'articuler. Oui, Parakou au devant de la scène. Je note déjà donc, quand vous regardez un peu le déroulement, oui, on a choisi Parakou, mais avant, il y a un ministre membre du gouvernement qui avait été écarté également par son parti politique, le Bloc républicain, qui a été réintégré et qui a fait son retour en pompe il y a de cela quelques jours. Et maintenant, qu'on choisisse Parakou pour investir le duo, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, en amont, je note que chaque jour, la mouvance présidentielle, toute la grande mouvance présidentielle, donne une leçon d'organisation et de préparation aux partis de l'opposition. Quand on voit le déroulé, on se rend véritablement compte que c'est une munitie qui se joue avec beaucoup de doigté. Et donc, ça veut dire que tout se fait avec professionnalisme.
s'il faut le dire ainsi. Parakou choisi pour colmater les brèches, je vais dire, pour remettre tout le monde sur la scène, pour que nul ne soit laissé en rade, pour que nulle place ne soit laissée où la main ne passe. Voilà. Paul, à Dambi qui a été écarté, maintenant repêché, je vais dire, tout ça, mise en lumière. Tout ça pour montrer que Parakou est toujours sous contrôle en réalité. Parce que si on fait l'erreur de montrer, si la mouvance présidentielle fait l'erreur de montrer que Parakou est en difficulté, très tôt ça va être récupéré par le parti, les démocrates. Ce Parakou que nous savons, l'assise que nous savons qu'a Boni Yayi dans cette circonscription électorale. Et donc c'est un timing qui se fait de sorte que l'opposition constate que tout est mis en branle, que tout est scellé, que tout est calé pour que au soir du 12 avril et au soir des élections législatives et communales, que les résultats n'étonnent personne. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que tout ce qui a été comme frustration de part et d'autre doit être réglé. Tout ce qui avait comme mécontentement doit être réglé avant les grandes dates, avant les échéances. Et donc, Parakou, comme d'autres parties du Bénin, vont être réglés de part et d'autre pour que toutes les divergences soient aplanies afin que les élections soient favorables. Oui. Les analyses des confrères, moi, je les trouve très justes, très exactes, parce que aujourd'hui, le choix de Parakou, qu'on le veuille ou non, est un choix à la fois stratégique et un choix politique. Stratégique parce que c'est le seul... c'est un bastion quand même du Nord, c'est une grande commune du 17 septentrion. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que tout est concentré à Cotonou. En tout cas, j'ai suivi Gérard Benonchi sur la question. Les militants ont émis le vœu que quand même on sente que le candidat jouit d'une envergure nationale. Robien Wada, ce n'est pas un ministre qu'on a vu sur le terrain tout le temps. Il est un technocrate, un homme de bureau, on ne le voit pas sortir comme ça. Donc, il faudrait quand même qu'il aille démontrer, c'est un test grandeur nature pour lui. C'est la première fois qu'il prendra officiellement peut-être la parole en tant qu'acteur politique. Il faudrait qu'il démontre sa capacité d'investir réellement la mission qui est en train de lui être confiée. Donc, c'est un test grandeur nature pour cet homme politique, bon, ce technocrate qu'on a considéré comme un néophyte au plan politique. Donc c'est aussi ça. Et Parakou, ne l'oublions pas, c'est un bastion électoral qui est resté fidèle à Boni Yayi, l'un des bastions les plus imprenables jusque-là. Nous avons vu aux dernières législatives. Donc organiser cette cérémonie-là où il paraît qu'on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que ce soit véritablement un grand événement, c'est la preuve qu'on fait une démonstration de force. Et tout ça là, ça a son gain. Politiquement parlant. Parakou, selon moi, pour solder le compte des frustrations, pour revenir un peu à ce que Omar a dit, Parakou également pour... pardon? Le monstre à Oui, le monstre. Parakou également pour remettre la barque à flot, parce qu'il y a eu des disjonctions. Ensuite, on a ramené, je vais parler du cas Dambi, Seydou, Sam Seydou Dambi, qui, à un moment donné, s'est senti un peu écarté, mais qui aujourd'hui est revenu et on a subi. Maintenant, il revient en force. Je pense que c'est bien. Et on a vu d'ailleurs, il y a quelques jours, le ministre d'État, Blaby Ochane, fait une sorte de réconciliation entre Charles Toko, Dambi et puis Badamassi. Je pense qu'il y a une réconciliation entre les trois d'abord, au domicile d'abord, de l'honorable Charles Toko. Parakou, parce que vous vous rappelez, quand Yayi était au pouvoir, chaque descente de Boni Yayi à Parakou, on en était témoin, c'était vraiment une liesse, toute une liesse des Boni Yayi. Parakou, citadelle imprenable, là encore la question, on peut encore nuancer, parce que avec les dernières élections, on a compris que Parakou quand même est en train d'échapper au contrôle de Boni Yayi un peu. Parakou, parce que bon, c'est aussi la ville des stars, c'est tout un symbole. Parakou, c'est un symbole. Parakoulou, c'est comme ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, de cette ville-là, pardon, c'est une ville cosmopolite où il y a assez
les fonds sont là. Mais ce qui attend l'investiture, ce que j'attends du candidat Romuald Wardani, c'est qu'à son investiture à Parakou, qu'il puisse quand même, ne serait-ce que dire 1 ou 2 mots en Bariba, 1 ou 2 mots en Dendi, 1 ou 2 mots dans les langues là-bas les plus parlées, pour qu'on puisse... Oui, c'est ce que je dis, parce que c'est pour montrer qu'effectivement, il porte la voix de tout ce qu'il y a comme ethnie, tout ce qu'il y a comme culture à Parakou. Je pense qu'il fait comme ça. Et même peut-être l'habillement aussi, peut-être qu'ils trouveront le moyen de lui faire porter la tenue du prince, prince Batonou et tout. Bon voilà, donc je pense que c'est quand même tout ça qui sera fait. Et bon voilà, après, bon, nous qui sommes nés à Parakou, c'est une fierté pour nous de savoir que Parakou accueille une investiture. Bon, oui, c'est pourquoi je dis que c'est la vie des stars. Ouais, bon, voilà. On attend de vivre cet événement déjà le 4 octobre prochain. Peut-être qu'en temps, on saura si la Commission nationale des candidatures au niveau des démocrates aura réussi à sortir le duo de cette formation politique pour relancer une fois encore le débat politique chez nous. Mais avant, c'est un acteur politique un peu très loin du Bénin qui s'est prononcé par écrit dans le débat politique en cours. Dans un communiqué en date du 19 septembre, il dément avoir déjà choisi son candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Et je vais citer donc Maître Adrien Hongwedji. Il dit, et je le cite, « Il est inimaginable que j'ai fait le choix de soutenir un candidat sans connaître le profil et le projet de l'autre ou des autres », peut-on lire. Alors, que vous inspirent ces propos de Maître Adrien Hongwedji? Des propos par écrit, je le rappelle. Il faut dire que Maître Adrien Hongwedji est depuis quelques jours, quelques mois, dans sa posture de retrait ou bien d'observation vis-à-vis de tout ce qui se fait au sein de la mouvance présidentielle, où il prend un peu de recul. On a vu récemment ses critiques, tout ce qu'il a dit quand même envers le pouvoir et qui a fâché même ceux qui sont au sein de la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, lorsque le candidat désigné a quand même lui a rendu visite, une visite de courtoisie quand même, et après, qu'il puisse quand même se prononcer sur le choix qui fera, c'est un discours qui est très stratégique, c'est un discours calculateur, c'est un discours émanant vraiment de l'homme politique béninois tel qu'on le connaît, où on sait généralement qu'en politique, ce sont probablement généralement les intérêts qui guident les uns et les autres, et on attend de voir quel intérêt va guider le président Adrien Hongwedji à aller soutenir tel ou tel candidat. Si aujourd'hui, il ne se retrouve pas encore totalement pour pouvoir faire le choix du duo de candidature, parce que c'est vrai, au niveau des démocrates, on n'a pas encore le duo de candidature, et éventuellement au niveau de la FCBE qui pourrait peut-être présenter un duo de candidature, éventuellement, on n'a pas encore, et donc il se met dans cette position pour voir peut-être qui sera le meilleur candidat pour lui, qui sera le meilleur candidat pour ses partisans, qui sera le meilleur candidat pour les leaders du PRD qui quand même se retrouvent... Il l'a dit, il n'est pas seul à décider, il est dans un parti politique et que son choix, voilà, justement... Ce n'est rien d'étonnant parce que même lorsque vous prenez les acteurs politiques, on en a vu hier qui étaient avec Boniaï, qui sont aujourd'hui avec Patrice Talon. À cause de quoi? À cause de leurs intérêts. Et donc ce n'est pas à Adrien Hongwedji que j'irai faire le procès aujourd'hui parce qu'il est en train d'attendre peut-être avoir une ligne droite ou bien une ligne claire par rapport à ses intérêts d'abord, avant de pouvoir décider du choix de candidat qu'il fera. Ça remet en cause la question des partis politiques qu'on a aujourd'hui au Bénin qui n'ont pas en réalité de réelle idéologie, mais qui flottent selon la direction du vent, selon leurs intérêts partisans. Et puis, c'est là que le reflet de tout ce qu'on assiste sur le plan politique au niveau du Bénin. Alors, oui, allez-y. Quand on se réclame d'une mouvance présidentielle, quand on a son R qui s'est ajouté à l'UP pour que ça devienne UPR, quand on a des députés à l'Assemblée nationale qui sont sous le manteau de l'Union progressiste, le renouveau, quand on a un ministre au gouvernement, on se pose la question, mais pourquoi ce discours? Parce que le candidat Romuald Wardani désigné a été désigné par la mouvance présidentielle, une mouvance présidentielle à laquelle appartient cette famille politique. Dans le temps, est-ce qu'il a été consulté? Personne ne le sait. Je ne sais pas.
une mouvance présidentielle pour laquelle tout le monde, tous ceux qui Vous n'allez quand même pas oublier les différents épisodes dans ce feuilleton entre l'UPR et le Parti du Renouveau démocratique. Et on ne sait pas encore jusque-là où est-ce que nous en sommes. La question, c'est justement la question que je voulais me faire et demander, mais quand on a assisté à ces guéguerres-là entre UP et le PRD, où est-ce que nous en étions? Pourquoi le patriarche a attendu d'être à Toronto avant de faire cette déclaration? Il a dit que c'est pour des raisons familiales. Peut-être qu'il y a des Rumbedi à Toronto. Bon, bref. Un peu comme des saloufs un peu partout sur le territoire. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Oui. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'était pertinent, ce communiqué de Maître Adrien Ngouidji? Alors là, tout le monde se réclamant de la on l'a rappelé, dans l'opinion, beaucoup ont dit que, bon voilà, Maître Adrien Ngouidji apporte son soutien à Romuald Wadaï, candidat désigné, mais il l'a rappelé dans son communiqué. Excusez le thème, mais on a l'impression que Pépé réagit en rebelle. C'est l'impression que ça donne. On vous écoute. Si clarification il y a eu, elles sont pour moi très ambiguës. Elles sont très ambiguës. Parce que Maître Adrien Ngouidji, c'est vrai, on se rappelle un peu quand le PRD avait encore le vent en poupe, Adrien Ngouidji avait déjà dit que plus jamais au monde le PRD n'appartiendrait à l'opposition, que le PRD va faire la mouvance présidentielle, d'accord? Et après, le R s'est ajouté à l'UP, ça va être le renouveau. Entre-temps, PP a essayé de retirer son R en disant que le PRD retrouve ses lettres en fait toute sa forme. Ça n'a pas marché. Et est-ce que c'est peut-être même ça qui a mis en difficulté notre Joseph Diaguenou? Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en temps normal, pour quelqu'un qui a voulu réclamer son R et qui a mis en difficulté, il faut le dire comme ça, qui a mis en difficulté UP le renouveau tout récemment, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il a encore du mal à nous dire non, je ne soutiens pas ce candidat, j'attends la candidature de l'opposition. Encore qu'on l'a vu, en tête-à-tête avec Boni Yayi, pas une seule fois, 2 ou 3 fois. On l'a vu prendre certaines positions. Et donc, pour beaucoup d'analystes comme moi... Un peu comme il a vu aussi Joseph Diaguenou. Pour beaucoup d'analystes comme moi, les gens s'attendaient à ce que déjà Boni Yayi, là, il le voit qui s'associe pour nous sortir une autre candidature pour l'opposition. Et donc, aujourd'hui, je vois plutôt Pépé en quelqu'un qui monte les enchères, un vrai enchérisseur. Je pense qu'il est... Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il a mal fait en disant qu'il n'a pas encore vu l'autre candidat ou les autres candidats? Il n'a pas lu de projet de société, il n'a pas vu de profil, et donc qu'il n'est pas encore prêt à prendre une décision, à faire un choix. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Jusque-là, je crois que c'est pour monter les enchères aussi. Non, je pense qu'il veut monter les enchères. Nous savons tous comment ça se passe en politique au Bénin, mais je pense qu'il doit se réapproprier les termes de Sun Tzu, l'art de la guerre, doctrine, discipline et tout, pour savoir que les temps ont changé et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus à l'époque où on peut se lever et faire chanter. Est-ce que vous partagez sa lecture? Oui, tout à fait. Vous partagez la lecture de Herman? Moi, j'analyse un peu cette lettre, pour ma part inopportune, d'Adrien Ngouidji. Donc vous ne trouvez pas ça utile? Le soubresaut d'un vieux routard politique au crépuscule de sa carrière. Parce que c'est comme si on veut faire de l'actualité. Moi, je ne sais pas s'il y a eu des échos vraiment prononcés au sein de l'opinion qui disent que non, Ngouidji s'est rallié à la candidature de Wadai. Moi, je n'en ai pas entendu. Et même si cela a été agité, je ne pense pas que cela puisse avoir fait effet au niveau de l'opinion. Vous ne savez pas la pression qu'il subit. Au point de contraindre Ngouidji à démentir les choses. Et comme l'a dit Herman, fort logiquement, je trouve même que Pépé ou le patriarche a manqué de courage. Parce qu'après tout ce qu'il a eu à dire, déjà au début d'année, la posture qu'il a adoptée, une posture véritablement critique vis-à-vis du pouvoir, et tout ce qu'il a eu à faire, l'épisode où il revendiquait, n'est-ce pas, la légitimité de sa formation politique en dépit de la fusion qui a été actée depuis 2022 avec l'UP, eh bien, Pépé aurait pu dire, bah, je ne suis pas d'avis, je n'ai pas été associé au processus de désignation. Lorsqu'il dit qu'il a le devoir de discuter
avec ses sympathisants pour voir si son choix à lui. Bon, je ne sais pas. Ou si Là encore, les sympathisants de Mungwedi, il y en a qui sont encore, qui n'ont pas renié leur appartenance à l'UP Le Renouveau jusqu'à aujourd'hui. Ils y sont, ils n'ont pas... Ils sont partis. Il y en a les militants de quel parti? C'est vrai qu'ils ne sont pas les militants de... Excusez que vous fassiez des questions comme ça, parce qu'en réalité, encore que dans sa lettre, il a parlé de courant. Ça veut dire qu'il est conscient que le PR n'existe plus en tant que parti politique. Il a parlé de courant politique. D'accord, donc il est conscient en tant qu'avocat, il sait bien. Je pense que Adrien Ngwedi aujourd'hui, s'il était au Bénin, c'est sûr qu'il va revenir bientôt de Toronto, c'est qu'il attend forcément il s'attend forcément à ce que Wadayi, Romuald, candidat désigné, ou que le tuyau aille le voir à la maison, lui fasse allégeance et tout, et qu'il étudie. Je pense que c'est tout ça qu'il attend. Il faut savoir, il faut peut-être lire entre les lignes d'un vieux briscard de la politique qui ne veut pas être celui qui, de là-bas, dit « je te soutiens » pour qu'on n'aille pas le voir. Je pense que Adrien Ngwedi a juste besoin que les différents duos aillent le voir pour qu'il essaie de monter un peu les enchères. Par rapport au flou qu'entretiendrait le président Adrien Ngwedi dans sa déclaration, je mettrai ça peut-être sous le coup de la sagesse, parce qu'on dit, il y a un adage qui dit que le fou ne sait pas ce qu'il dit et le sage ne dit pas ce qu'il sait. Peut-être, comme l'a rappelé Christian tout à l'heure, peut-être qu'il a des pressions que nous ne connaissons pas. Il est dans une posture que nous ne maîtrisons pas. Des pressions de qui? Des pressions de qui? Je ne sais pas, nous sommes en politique. Il a parlé des pressions de qui? Et pas de courant politique. De son courant politique, oui. Il y a des gens qui poussent son courant politique. On ne va pas lui refuser ça. Quand on observe un peu, c'est vrai, le PRD n'existe plus, c'est vrai, c'est fondu déjà dans l'UP Le Renouveau, c'est vrai qu'il y a il y a des guéguerres à propos, c'est vrai, mais après tout, je me pose une question pertinente en fait. Si au crépuscule de sa carrière politique, le maître Adrien Ngwedi adopte ces postures, je me demande qu'en serait-il de la relève, ceux qui l'ont toujours pris comme modèle. Est-ce que ça va les inspirer à faire la même chose toute leur carrière politique, ou bien ça va les aider à se dessiner eux-mêmes une certaine droiture politique pour avancer dans leur carrière? Vous restez en plateau, chers messieurs. On va évoluer. Dans un instant, nous aurons notre invité politique, Dr Patrick Henou. Mais avant, on va donner la parole à Marc-Johannes Goudianou qui va nous emmener sur la toile et nous verrons quels sont les sujets qui ont intéressé les internautes et quelques petites réactions et commentaires. On reviendra, on commentera et puis le portrait de leader suivra avec Omar Salouf. La vue du web avec vous, Marc-Johannes Goudianou. Oui, bonsoir Christian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Et comme vous le remarquez souvent, chaque semaine, nous parcourons les réactions des internautes sur le web. Et effectivement, 3 sujets vont animer ce vue du web cette semaine. Déjà, nous irons sur la page de Blue Diamond TV qui publie un numéro est désormais disponible pour recevoir les plaintes liées au mauvais traitement dans les hôpitaux publics au Bénin. Et quelques commentaires s'en ont suivi. Nous avons Sam Non-Vignon qui réagit, qui dit « Donc si les sages-femmes publiques ignorent nos femmes enceintes de 8h à 12h, on peut les signaler ici. » Et Santa Maria qui enchaîne en répondant à Sam Non-Vignon et dit « Façon, elle insulte les femmes enceintes, tu vas croire qu'il y avait un problème entre elles. » Il y a Félicienne Smith qui continue avec les commentaires qui dit ceci. C'est bien, je pense que c'est maintenant que le bon travail veut commencer dans les hôpitaux. Toutes mes félicitations à vous. Marc Ganguenon qui finit avec ce sujet qui dit une chose est de dire et l'autre est de l'appliquer. Attendons de voir comment ça fonctionnera. Et nous irons directement sur le deuxième sujet qui a animé la toile cette semaine-ci, c'est politique nationale. Le candidat de la majorité présidentielle, Romuald Wadayi, a rencontré ce samedi 20 septembre 2025 le bureau politique du parti Renaissance Nationale. Et ça a été publié sur l'une des pages web de Facebook. Effectivement, les réactions ont suivi. Nous avons Adjinou de Cœur Boris qui dit « Nous ne pouvons plus serrer les ceintures pendant 10 ans encore, s'il vous plaît. On ne veut même plus porter ceinture. » Et il y a Élisée Yaolo qui s'interroge, qui dit « Renaissance nationale est aussi un parti politique qui s'interroge sur la question où
une association non gouvernementale. Une dernière remarque qui questionne la légitimité du parti. Il y a Massoud Adamo qui demande « Ce parti politique a quel poids sur le plan national ?» Et c'est ainsi qu'ont réagi les internautes par rapport à cette visite du candidat de la mouvance présidentielle au siège de Renaissance nationale. Le troisième sujet, circulation urbaine. À partir du 1er janvier 2026, les camions poids lourds ne circuleront plus que de 23h à 6h du matin à Cotonou, Calavi, Ouida, Semekpodi et Porto-Novo, c'est-à-dire on parle des villes du Grand Nokoué. Et puis les internautes ont réagi également face à cette actualité. Nous avons une première réaction qui nous vient de Jean-Pierre qui dit « Et les camions des chantiers ». Et Ambroise Ouenou qui continue, qui dit « Une décision semblable est appliquée en Côte d'Ivoire depuis des années déjà et ça limite les accidents de circulation et les embouteillages dans les grandes villes. » Voilà, vous étiez un tout petit peu emporté. Ah oui, hein, par la fièvre des internautes oui. avec les commentaires. Oui, cher monsieur, très rapidement, réaction. Bon, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au numéro vert disponible par rapport au traitement des usagers au niveau des hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Je crois qu'un projet comme ça existait depuis quelques années, mais ce n'était pas d'une envergure nationale. Je crois que ça va forcément aider et les pratiquants hospitaliers les praticiens hospitaliers et les patients à l'un et l'autre avoir tout le traitement qu'il faut pour un prompt rétablissement, pour une meilleure prise en charge. Je crois que c'est le gouvernement qui a raison de mettre en place un programme comme ça pour permettre à tout le monde de se porter mieux. Oui. Oui, c'est à saluer, c'est à saluer. Moi, je veux espérer que vraiment les sanctions tombent. C'est vrai qu'il est à craindre que ce ne soit pas un instrument de règlement de compte, des plaintes fantaisistes adressées et autres, pour que véritablement les structures fassent les enquêtes nécessaires pour convaincre de la culpabilité des indélicats des agents qui s'illustreraient dans ces genres de travers qui dévient forcément de la déontologie de leur profession. Donc, espérer que vraiment les sanctions tombent pour dissuader les autres, parce qu'il y a trop d'abus au niveau de nos hôpitaux. La qualité d'accueil laisse vraiment à désirer et c'est heureux que cela soit aujourd'hui opérationnalisé, qu'on mette en place un numéro vert pour dénoncer ces abus-là. L'autre chose, c'est par rapport au transport. Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la régulation de la circulation au niveau pour les gros des porteurs. transporteurs. Franchement, véritablement, que ce soit la énième et la dernière fois et que véritablement les gens... C'est dès le 1er janvier, les camions seront stationnés jusqu'à 23h avant de prendre la voie. Oui, de 23h à 123h. Le drame souvent, c'est que c'est les autorités du pays qui sont propriétaires de ces... Beaucoup parmi eux. Non, souvent c'est cela. Et puis, appliquer la décision est souvent difficile. C'est pas comme si de 23h à 6h du matin, il n'y a que les camions qui vont circuler dans la ville. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut également faire attention à ce niveau. Oui. Les camions qui sont sans phare, qui sont autorisés à circuler, qui sont sans phare, sans éclairage, mais il y a les petits des camions qui sont très branlants, qui vont circuler de nuit. Vous allez constater le lendemain matin, les motos, les vélos, vous allez constater le lendemain matin que des casses sont réalisées sur les voies. Je pense qu'à ce niveau également, les conducteurs de camions, nous avons la légitimité. Nous sommes libres de circuler la nuit et ils vont rouler ce qu'ils veulent. Je pense qu'à ce niveau également, il va falloir faire un travail pour que ce soit des camions en état de circuler, qui circulent dans la ville de Cotonou, pas des camions qui circulent en diagonale. Où ils sont deux, Maintenant, sur l'autre sujet également, il faut éviter les dénonciations calomnieuses, les plaintes, comment dit-on, fantaisistes et tout. Il faut travailler à ce que maintenant, pour l'autre sujet par rapport à RN, je pense que on va recevoir tout à l'heure Patrick Renaud, le professeur Patrick Renaud. Oui, je vous avais dit, c'est pas moi, c'est pas je sais. Sur la question au niveau du numéro vert, qui est également un numéro WhatsApp pour les hôpitaux, je pense que c'est très pertinent. Parce qu'on a commencé par constater que les médecins, lorsqu'ils commettent en tout cas des forfaits par rapport aux patients, ils ne sont jamais poursuivis. Les erreurs et donc les erreurs médicales, il n'y a pas de poursuite. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Vous parlez de quand? Attention, il faut relativiser. Si c'est depuis 2-3 ans, ça a changé désormais. J'ai vu des médecins interpellés par le procureur de la République rapidement. Et donc désormais, quand vous êtes médecin, quand vous avez un patient qui ne veut pas obtempérer, on vous fait prendre
Oui, donc, vous prenez un engagement que vous faites signer au tribunal parce qu'il ne peut voir son responsabilité un peu engagée. Donc, voilà. Merci donc beaucoup ça va limiter un peu les dégâts, surtout au niveau de nos hôpitaux, où parfois, lorsque vous y allez, l'accueil, la considération qu'il faut. Alors que quand la personne est malade et que la personne vient, ce n'est pas de bon gré. Et quand la personne vient, vous le chargez encore psychologiquement. La qualité de l'accueil participe de sa guérison. Exactement. Déjà, ça le met dans de bonnes conditions déjà pour pouvoir le faire. Et je vais même aller plus loin. Les femmes enceintes souffrir à l'hôpital, on dit est-ce que je vais t'envoyer quelque part? Oui, il y en a qui disent carrément, comme vous êtes en train de faire des choses. Est-ce que non, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Alors que vous êtes payé quoi? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Il faut davantage former les agents de santé à avoir les aptitudes pour bien accueillir. Justement, l'agent de santé aussi, c'est un citoyen comme vous et moi. Peut-être qu'il a vécu des choses à la maison, peut-être qu'il est venu au boulot avec tout ce qu'il y a comme souci. Et il faut également compléter, je pense à ce niveau, effectivement compléter l'effectif au niveau de nos hôpitaux parce qu'il y a un manque d'effectifs. Il y a peut-être à ce niveau. Parfois, quand l'agent travaille pendant de longues heures, parfois il est acculé, il est nerveux. C'est comme les policiers parfois sur la voie, quand vous les voyez, parfois ils sont très nerveux parce qu'ils ont passé assez de temps de garde et ils sont tout nerveux. Oui, il faut qu'on pense également aux pharmacies. Les psychologues ont travaillé aussi. Il faut qu'on pense également aux pharmacies qui n'ont pas généralement de climatisation alors que les médicaments doivent être entretenus dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un sujet que nous allons aborder. Température ambiante, on a dit. Merci beaucoup. On va installer notre invité. On va installer notre invité comme dans cette émission. Nous avons la rubrique portrait de leader. Omar Salouf, nous voici dans le portrait de leader. Oui, derrière chaque leader se cache une histoire, une personnalité, un destin. C'est le moment d'explorer la vie de celles et ceux qui font l'actualité. Et dans un instant, nous recevons le Parti Renaissance Nationale en invité politique. Vous nous présentez sa présidente. Oui, il s'agit de Claudine Afiavi Prudencio, une figure exceptionnelle qui incarne l'intelligence, la détermination et l'engagement humaniste. Elle est une femme politique de premier plan, une universitaire reconnue et une militante infatigable qui a consacré sa vie à servir son pays et son peuple. Une intellectuelle de renom, dirais-je, parce que son parcours académique est marqué par une double formation doctorale à l'étranger et à l'université d'Abomey-Calavi qui témoigne de sa volonté de conjuguer théorie et pratique. C'est également une leader politique audacieuse. En tant que présidente du parti Renaissance Nationale, actuellement la seule formation politique dirigée par une femme au Bénin, Madame Claudine Afiavi Prudencio est une pionnière dans le paysage politique béninois. Elle incarne une vision stratégique claire et une audace réformatrice qui lui permettent de projeter son parti et son pays vers un avenir stable et moderne. Elle a une carrière institutionnelle riche. Madame Claudine Prudencio a occupé plusieurs fonctions nationales et internationales de haut niveau. Elle est notamment ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme, plusieurs fois députée à l'Assemblée nationale du Bénin, ancienne présidente de l'Institut national de la femme, ministre conseillère à la santé depuis quelques mois. Madame Claudine Prudencio apporte une vision stratégique et une lecture rigoureuse des enjeux sanitaires. Elle est également une bâtisseuse d'œuvres sociales et humanistes. Fondatrice et présidente de la Fondation Omolora Prudencio, Madame Claudine Afiavi Prudencio déploie une énergie inlassable pour promouvoir l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et le dialogue interreligieux. Merci, c'était le portrait de leader et nous allons parler du parti Renaissance Nationale qui recevait il y a une semaine le candidat désigné de la majorité présidentielle, Romuald Wadayi. Professeur Patrick Henou est le directeur de l'administration du parti. Il est notre invité. Professeur Patrick Henou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue, vous êtes directeur de l'administration du parti Renaissance Nationale. Je vous reçois en compagnie de Herman Niamboussou et de Omar Salouf. C'est l'invité politique. UPR et BR ont désigné Romuald Wadayi, candidat, et votre parti Renaissance Nationale a approuvé ce choix et le soutient. Pourquoi?
Merci de m'inviter sur ce plateau. D'abord, il y a un hiatus qu'il va falloir corriger. Oui. Ce n'est pas UPR et le BR qui ont désigné. Vous savez, tous les partis de la majorité présidentielle, à savoir l'UPR, le BR, Renaissance nationale et Moël Bénin, sont des partis qui ont été consultés dans un processus de dialogue et de transparence conduisant, n'est-ce pas, à la désignation du candidat de la mouvance présidentielle. Du coup, il est superfétatoire de penser que la désignation est à l'actif seulement des deux partis que vous avez évoqués. Et donc, pour situer les choses, pour les mettre à l'endroit, il convient de dire clairement que la candidature de Romiad Wadayi, n'est-ce pas, est l'émanation de la volonté de tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Et je précise, pour la petite histoire, que Renaissance nationale était au cœur des débats, était dans le secret des dieux. En tout cas, ce parti a aussi donné le meilleur de lui-même pour qu'on en arrive à la désignation donc, du candidat Romuald Wadayi. Alors, pourquoi votre formation politique, un peu comme l'a fait d'autres formations politiques qui ne sont pas dans le même courant en politique que vous, je parlais des Foscouris pour un Bénin émergent, n'a pas daigné courir pour avoir le parrainage et avoir en son sein un candidat pour la présidentielle? Non, si vous parlez de Foscouris pour un Bénin émergent, je n'ai pas reçu mandat, n'est-ce pas, de me prononcer sur ce parti. Oui. Mais toujours est-il que je connais mieux les partis qui ont accepté d'engager ce processus de dialogue et de transparence conduisant à la désignation du candidat unique, donc de la classe de toute la mouvance présidentielle. Alors, samedi dernier, le candidat a été reçu au siège de votre parti à Godomé. Quels sont les temps forts de cette rencontre? Qu'est-ce qui a été discuté entre la présidente du parti, le candidat Wadayi et les militants? Il faut préciser aussi que le candidat Romuald Wadayi aurait pu venir plus tôt au siège de la Renaissance nationale si la présidente Claudine Afiavi-Prudencio n'était pas en voyage, qui est la seule femme qui dirige un parti politique au Bénin. Et il faut dire, pour la petite histoire aussi, que le parti Renaissance nationale, c'est un parti qui s'est enraciné sur toute l'étendue du territoire et a des structures qui sont en interaction avec le siège. Et donc, il est besoin de le dire pour clarifier un peu les choses. Deuxièmement, il faut dire aussi que le candidat Romuald Wadayi, comme il l'a fait pour tous les partis, soutenant l'action du gouvernement, a programmé sa visite au siège. Et à cette occasion, le bureau exécutif national et le bureau politique de Renaissance nationale ont été mobilisés en ayant les yeux rivés sur une organisation parfaite pour recevoir leur candidat. En tout cas, au siège de Renaissance nationale, qui est un siège propre, donc construit sur fonds propres, le candidat a eu le temps de voir toute la mobilisation qu'il y avait, tout le sérieux donc, de ce parti-là. Et c'est ce que nous avons eu le plaisir de vivre à l'occasion donc de cette visite du candidat. Deuxièmement, si vous demandez les temps forts, je voudrais vous confier très rapidement que le premier moment fort de cette rencontre, c'était l'accueil qui lui a été réservé, n'est-ce pas, à l'entrée du siège. Et à cette occasion, ce sont les hauts responsables du parti qui sont venus l'accueillir. Et après l'accueil, Romuald Wadayi
candidat à l'élection présidentielle de 2026, s'est retiré dans le bureau donc, de la présidente du parti pour un tête-à-tête. Et ce n'est qu'après cela qu'ils sont allés, n'est-ce pas, dans la grande salle de conférence qui est construite pour accueillir près de 1000 personnes. Et c'est dans cette salle-là que toutes les dispositions ont été prises pour que la rencontre avec le candidat soit une rencontre cordiale qui a été appréciée par les militants représentés, je veux dire les responsables donc, du parti, le bureau exécutif national et le bureau politique. De façon concrète des échanges avec le candidat Romuald Wardani? Il faut dire que la présidente a eu le bonheur de dire une allocution en guise, je vais dire, d'abord de remerciement et à l'endroit donc de tout le travail de toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation. Elle a ensuite dit les raisons qui ont motivé le choix porté sur la personne de Romuald Wardani et par la suite, elle a marqué toute la détermination, n'est-ce pas, du parti, à partir donc de ces organes vraiment politiques pour soutenir la candidature de Romuald Wardani. Ce n'est même pas un soutien simple, puisque cette candidature-là est la candidature en réalité de la Renaissance nationale. Et donc, c'est peut-être une clause de style que de dire que nous soutenons la candidature de Romuald Wardani. Nous portons en réalité à la Renaissance nationale cette candidature-là que nous considérons comme étant notre candidature. À partir de cet instant, vous convenez avec moi que la présidente était en phase avec, n'est-ce pas, tout le bureau politique de la Renaissance nationale, en phase également avec le candidat lui-même, en phase finalement avec la délégation qui a suivi le candidat au siège Professeur de Hénault, Renaissance on vous a nationale. bien suivi. C'est vrai qu'à l'issue de cette rencontre, on a vu circuler sur la toile quelques images de la rencontre, mais rien de ce qui a été dit. Est-ce que ça a été une option? Est-ce que ça a été un choix? Alors, dites-nous clairement ce que vous a répondu ou ce que vous a répondu le président, le candidat, Romuald Wardani, à l'issue de la rencontre. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Qu'est-ce qu'il a dit et qui a retenu votre attention? Vous savez, pendant tout le périple du candidat, et vous l'avez suivi avec moi, que ce soit au siège de l'UPR, au siège du BR et avec Moël Bénin, le candidat n'a pas pris officiellement la parole. En tout cas, sa parole n'a pas été rendue publique. C'est un choix stratégique. De la même façon, le candidat qui nous a rendu visite au siège de Renaissance nationale nous a donné l'occasion d'interagir avec lui, mais pour respecter le choix stratégique qui a été fait, en tout cas, ce qu'il a pu nous dire est resté dans nos têtes, gravé dans nos têtes, pour l'instant, à partir du moment où il n'a pas encore déposé son dossier de candidature. Et donc, il viendra le moment où le candidat va prendre officiellement la parole. Il viendra le moment où sa parole sera rendue publique. Mais toujours est-il que de nos interactions est ressorti tout au moins une certaine constance liée à une certaine continuité dans l'action. Et donc, pour dire concrètement que nous soutenons sa candidature, nous portons cette candidature-là pour que la dynamique qui a commencé ne s'estompe pas. Pour quelqu'un dont vous portez la candidature, vous l'avez dit, le poids de la candidature de Romuald Wardani, qu'est-ce qu'il a pu dire aujourd'hui qui conforte le RN dans sa position de parti qui soutient, qui porte la candidature et donc qui se dit on ne s'est pas trompé en choisissant Romuald Wardani comme candidat? Vous savez,
j'ai dit tout à l'heure que le candidat Romuald Wadayi est l'émanation. Oui, au-delà de l'émanation, c'est qu'il a pu dire quand même quelque chose qui vous a conforté dans votre position de quelqu'un qui a porté une candidature qu'il est prêt à soutenir jusqu'à la fin, même, y compris même, comme on le dit, jusqu'au tombeau. Non, nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase, pourquoi? Parce que les raisons qui ont motivé son choix sont des raisons qui émanent du collège des partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous sommes en phase sur les fondamentaux de la gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, donc avec l'avènement du président Patrice Talon, il y a eu des réformes salutaires, et qu'à côté, on nous a demandé, à nous tous citoyens béninois, de faire le sacrifice. Et ce sacrifice-là a donné des fruits. Et nous voyons aujourd'hui l'envol que le Bénin a pris. Un Bénin qui est respecté aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la sous-région. Un Bénin qui a désormais une carte de visite à faire valoir. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que dans bien des domaines de la vie sociale, que si nous prenons l'économie, les finances, et d'ailleurs le candidat, vous l'avez vu à l'œuvre, il a porté ces réformes-là. Il a géré les finances avec beaucoup de doigté. À partir de cet instant, nous avons vu déjà ce qu'il a fait. Et nous voulons simplement qu'il aille plus loin une fois qu'il aura accédé, n'est-ce pas, au fauteuil présidentiel. Et c'est notre souhait en réalité. Et donc, nous avons donné l'occasion, non pas au candidat Romuald Wadayi de nous parler, mais c'est plutôt nous qui lui avons parlé. C'est plutôt nous. Professeur Renou, parlant de gouvernance, vous avez préféré ne pas dévoiler toutes les discussions qu'il y a eu entre vous, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà un accord secret entre la Renaissance nationale et le candidat Romuald Wadayi, et que s'il était investi président, qu'est-ce que la Renaissance nationale attend du président Romuald Wadayi, une fois investi, quoi? Je vais peut-être vous décevoir. Peut-être vous décevoir. Je dirais, pour votre propre gouverne, que nous sommes un parti politique. Et quelle est la raison d'être d'un parti politique? La raison d'être d'un parti politique, c'est qu'ils se battent pour animer la vie publique, la vie politique. C'est qu'ils arrivent à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer, quelle que soit l'échelle où l'on se trouve. À partir de cet instant, on peut aller même plus loin pour dire qu'à défaut de conquérir le pouvoir d'État par lui-même, ce parti politique, s'il s'organise bien, peut influencer tout au moins la gestion de ce pouvoir-là. Et donc, pour avoir soutenu et porté la candidature de Romuald Wadayi, en restant dans la logique normale des choses, c'est que le parti Renaissance nationale va tout au moins chercher à influencer la gestion du pouvoir d'État. Parce que, justement, nous ne sommes pas les seuls à être avec lui. Il y a bien d'autres partis, mais nous prenons, je vais dire, l'ampleur de notre responsabilité à agir pour son succès. Et pour être inscrits dans cette logique, nous voulons qu'à terme, quand même, nous participions à la gestion du pouvoir d'État. C'est la mission première de tout parti politique. Et nous ne faisons pas abstraction, n'est-ce pas, à cette logique utilitaire. Des postes ministériels, des directeurs de sociétés, des députés à l'Assemblée nationale, c'est de ça que vous parlez? Non, ce n'est pas le candidat, peut-être, ce n'est pas le candidat Romuald Wadayi qui nous donnera des postes en termes... en tant que président de la République. C'est pas lui. Une fois investi président de la République. Pour être député, il faut participer aux élections. Et donc, le parti va prendre part aux élections et se donnera des chances de réussite. Et donc,
Ça, c'est un point fondamental. C'est le président de la République qui nomme les ministres, qui nomme les directeurs de société. C'est de ça que nous parlons. Oui, c'est ça la participation à la gestion. Donc vous espérez, à la gestion vous espérez appartenir au gouvernement prochain, vous espérez avoir des cadres du parti La Renaissance nationale nommés à des postes stratégiques de gouvernance. Qu'est-ce que vous mettez dans la participation à la gouvernance? La participation à la gouvernance, c'est rester actif dans le processus de gestion des affaires publiques, que celle-ci soit nationale ou locale. Et donc, vous comprenez avec moi que le Parti Renaissance nationale cherchera, n'est-ce pas, à jouer son rôle dans toute la dynamique qui sera celle soutenant l'action du futur président que nous avons choisi. Vous l'avez dit, Renaissance nationale tente ou alors va essayer de jouer sa partition pleinement sur la scène politique, en prenant certainement part aux législatives. Et c'est cela qui participe, c'est cela qui explique, pardon, que vous ayez signé un accord de coopération avec l'Union progressiste de renouveau. Oui, il faut être humble. Il faut être humble pour reconnaître que aucun parti aujourd'hui au Bénin n'est suffisamment fort pour vraiment caresser le rêve d'avoir tout de go les 20% qui sont prévus. En disant ça, vous vouez les LD aux hégémonies là, en disant ça, puisque LD se retrouve seul. Je n'ai pas nommé de parti. Autant que faire se peut, nous donnons la main. En tout cas, les partis de la mouvance présidentielle veulent se donner la main pour marquer leur territoire politique et pour se donner toutes les chances vraiment d'avoir géré les affaires publiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est le sens de notre action, c'est le sens des accords qui ont été initiés, n'est-ce pas, au niveau des partis qui soutiennent l'action. Pourquoi voulez-vous qu'on aille forcément en rang dispersé si nous avons la possibilité de nous donner la main? Et on dit par ailleurs, et vous ne me démentirez pas, que l'union fait la force. À partir de cet instant, nous avons pris la mesure de l'enjeu et nous savons qu'il ne faut pas aller aux élections en faisant profil bas. Il faut tenir le cap. Et tenir le cap, c'est prendre toutes les dispositions idoines pour que, au terme du processus, nous soyons lotis à une bonne enseigne. Et c'est ce que nous essayons de faire. L'accord de coopération se limite seulement à présenter des candidats aux législatives ou alors il y a possibilité que RN ait aussi des candidats ou un duo de candidature à la présidentielle pour vraiment qu'il y ait un challenge sur le terrain. Parlez-nous alors du contenu de cet accord de coopération. Il faut évacuer les zones d'ombre. Oui, pour dire clairement que pour l'élection présidentielle, le débat est clos. Le débat est clos. Nous avons déjà notre candidat. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas me faire l'affront de penser encore à une autre possibilité de désignation de duo au sein donc, du parti Renaissance nationale. Je fais la question parce qu'il y en a qui ont parlé de match amical qui pourrait être créé pour valider le... Retenez simplement que pour l'élection présidentielle, le débat est clos, il est bouclé. Maintenant, pour les autres législatives, à quelle étape de préparation est la Renaissance nationale à la date d'aujourd'hui pour les législatives, les communales? Pour espérer gagner une élection, il faut se préparer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Se préparer en mettant en ordre de bataille toutes les structures, n'est-ce pas, décentralisées du parti politique qu'est Renaissance nationale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut mettre le curseur sur la formation des militants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aux élections dernières, le taux de participation n'était pas élevé. À partir de cet instant, il faut encourager les citoyens, les préparer à sortir massivement pour prendre part aux consultations électorales. Troisièmement, j'ai parlé de formation. Quatrièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait une dynamique, certaine dynamique d'interaction avec les militants à la base. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau donc
de Renaissance nationale. Et attention, il y a bien d'autres stratégies que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique. D'accord, je vais revenir à l'une des questions de Herman Niamboussou tout à l'heure quand il parlait de cet accord de coopération que vous avez avec l'UPR. Pourquoi pas les autres formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, Mouel Bénin, le Bloc républicain par exemple? Pourquoi vous n'êtes pas allé vers cela ou bien vous y pensez? C'est une très excellente question et je vais vous répondre. Dites-nous. Nous avons engagé des discussions avec l'UPR et à cette occasion, nous avons proposé que tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement se retrouvent dans un cadre précis à travers un accord. Et je pense pour ma part que, vous savez, Renaissance nationale veut se mettre au-dessus de la mêlée. En ayant des propositions constructives visant à consolider, n'est-ce pas, cette famille politique de la mouvance présidentielle. Et donc, aujourd'hui, il est presque illusoire que les partis qui soutiennent aient des accords bilatéraux. Il faut passer maintenant à un accord global. Et là, vous verrez sur la même table ou autour de la même table, BR, UPR et Renaissance nationale, Mouel Bénin. Donc, nous serons assis autour de la même table pour signer un accord qui nous engage tous. Et cela s'inscrit dans la logique que j'ai décrite tout à l'heure. Maintenant, mais il n'y a pas que l'accord parlementaire, il y a aussi l'accord de gouvernance. Et l'accord de gouvernance va permettre, n'est-ce pas, la bonne gestion des affaires publiques locales. Puisque nous avons, n'est-ce pas, à terme, des élections générales qui nous permettent d'avoir aussi des élections communales et municipales. Professeur Renou, novembre, c'est dans un mois pratiquement pour le dépôt des dossiers. Tout à fait. La présidente de la Renaissance nationale, actuellement ministre conseiller, est-ce qu'elle va être candidate à l'une ou l'autre des élections législatives ou communales? Retenez pour la circonstance que toutes les valeurs politiques du parti Renaissance nationale seront sur la liste de départ pour la conquête des postes mis en jeu dans le cadre des élections législatives et des élections communales. Ça, c'est le premier aspect que je vous demande de regarder avec beaucoup plus de perspicacité. Deuxième aspect, c'est que la candidate, si je parle de toutes les valeurs, elle est la première valeur du parti. Et vous avez eu le bonheur de décrire tout son parcours tout à l'heure, à travers le portrait que vous avez proposé. À partir de cet instant, n'ayez aucun doute que la présidente du parti Renaissance nationale sera bel et bien dans la course. Et je vous donne rendez-vous. Lorsque les bonnes choses vont commencer, vous-même vous constaterez par vous-même qu'elle est inscrite en bonne place pour la conquête des postes que j'ai évoqués tout à l'heure. Professeur Renou, RN, c'est le seul parti politique qui aujourd'hui est présidé par une femme. Et ça fait partie des raisons qui vous ont poussé à adhérer ou à être membre de ce parti politique? Ah mais ça c'est... Ou bien il y a d'autres raisons? Je vais être bref. Première chose qu'il faut constater, pendant 12 ans ou 13 ans, j'ai animé, j'ai été invité dans des débats pour partager mes expériences en termes d'analyse. C'est mon expertise que j'ai proposée dans l'espace public pour orienter un peu les choses, la gestion des affaires. Mais quand je fais le point, je me dis, pour reprendre mon professeur, qui a d'ailleurs préfacé mon ouvrage publié aux éditions La Matin, qui me disait, Patrick, lorsque tu vas dans ton pays, fais en sorte que
tu puisses peser aussi dans le jeu, et à travers non seulement ton expertise en tant que scientifique, mais également à travers la pratique de la chose politique. Et donc, après 12 ans, j'ai fait le point et je me suis dit, il faut joindre la pratique maintenant à la théorie. Et quand je regarde l'horizon et que je scrute cet horizon-là, je me rends compte que, en tout cas, de par l'idéologie promue, le Parti Renaissance Nationale est le parti qui est à même de m'intéresser, à même de m'accueillir comme cela se doit. Et troisièmement, ce n'est pas la femme que j'ai suivi les idées de la femme. J'ai suivi ses orientations, j'ai suivi la posture qu'elle prend dans le jeu politique et tout cela m'a amené, n'est-ce pas, à faire l'option de son parti. Est-ce que vous êtes écouté? Et c'est justement ce que... Est-ce que vous êtes écouté pour votre expertise, votre expérience? Je rappelle que vous avez été journaliste aussi. Hein? Vous étiez doyen confrère à Golf Télévision. Est-ce que vous êtes écouté? Oui, allez-y. Non, si je suis écouté, oui. Et vous savez, l'appréciation ne va pas se faire seulement au niveau du Parti Renaissance Nationale. L'appréciation devrait prendre en compte tous les partis qui ont eu le bonheur de contribuer à la gestion des affaires publiques. Puisque, à travers mes interventions, j'avais eu l'obligation, le plaisir aussi, de questionner la gouvernance de mon pays et de donner des orientations à partir de mon expertise. Est-ce que tout cela a été suivi depuis 12 ans, jusqu'à l'heure où nous parlons? Je peux dire dans une certaine proportion que l'espoir est quand même là et que ma venue dans le milieu politique en tant que praticien désormais va apporter quand même quelque chose. Et c'est en cela qu'en occupant le poste, n'est-ce pas, de directeur de l'administration, je puis dire au niveau donc de ce parti que vous connaissez RN. Très bien, RN, je puis dire que je suis accueilli, n'est-ce pas, à bras ouverts et contribue activement à l'éclosion des valeurs, à mettre plus de lumière sur un certain nombre de choses pour le bonheur non seulement des militants, mais également pour l'évolution de la société. Merci. Merci à vous, professeur Patrick Henou, directeur de l'administration du Parti Renaissance Nationale. Vous étiez donc notre invité pour parler de la candidature de votre candidat, Romuald Ouadagni, des élections générales à venir et bien évidemment du partenariat que vous nouez avec les partis de la majorité présidentielle. Merci à vous, Herman. Merci. C'était un plaisir. Et merci à tous nos téléspectateurs. Chez vous, c'était le grand rendez-vous. Portez-vous bien.